Je suis ravi de vous retrouver pour l'épilogue enfin de cette longue série de vidéos où nous avons tenté dans les précédentes parties de démontrer de toutes les façons possibles, tant sur le plan historique, journalistique, avec les documents déclassifiés à l'appui, mais aussi astrologique bien sûr, que cette thèse du suicide d'Adolf Hitler qu'on nous a vendue pendant 74 ans, elle n'est pas si évidente que cela. C'est d'ailleurs même un doux euphémisme que de le dire, et on va cette fois encore enfoncer le clou en abordant cette fois le scénario de la fuite en Amérique latine. D'abord, on va regarder ça sous un angle céleste, sur le plan astrologique, et bien sûr, si on a le temps, on complétera par la diffusion d'extraits de vidéos pour étayer, bien sûr, si on peut, et puis le cas échéant, je vous donnerai les références afin que vous puissiez par vous-même les visualiser. Alors comme pour le scénario du suicide, j'ai procédé par analogie en comparant cette fois-ci les thèmes astro de 4 célèbres évadés de prison, dont certains d'ailleurs ont réussi la prouesse de s'évader plusieurs fois. Alors en fait, je suis parti du principe que dans les dernières semaines, voire les derniers jours de la guerre, Berlin était assiégé, c'était un véritable champ de ruines, c'était encerclé par les Alliés, mais surtout par l'armée rouge, les soviétiques de Staline, et finalement c'était en fin de compte une forme de prison à ciel ouvert, d'une certaine manière. D'où cette analogie, il fallait bien que je trouve un moyen pour rechercher des corrélations et similitudes, donc sur le plan astral, entre les thèmes justement de ces champions de la fuite, donc voir même les thèmes événementiels de moments d'évasion, lorsque j'ai eu les dates des évasions de ces personnes-là, donc j'en ai sélectionné 2 parmi les 4, et puis bien sûr comparer tout ça avec le thème d'Adolf Hitler, celui bien sûr de la date du suicide, présumé du 30 avril 1945, qui fera finalement office, pour le coup, de référentiel de thème référentiel pour l'évasion. Et donc on va s'atteler à rappeler les significateurs de la fuite sur le plan astral. Puisque vous savez que les planètes veulent dire plein de choses finalement. Et c'est là justement toute la complexité donc de l'art d'interprétation, c'est que chaque astre a tellement de signification que c'est pas évident justement. Alors pour les néophytes, je rappelle aussi, pour que vous compreniez bien la méthodologie, que le postulat de l'art, de notre art multimillénaire, il est basé sur l'art des correspondances, entre l'infiniment grand, l'univers, le cosmos, les planètes, bien sûr, les astéroïdes, si on va un peu plus petit, à l'infiniment plus petit, à l'humain notamment, les activités humaines, puisque c'est notre champ d'intervention, jusqu'à ces réactions biochimiques, les atomes, si on va vraiment dans l'infiniment petit. Et donc il faut savoir que ça, c'est nos anciens, c'était des vagues intuitions où, à force d'observation du ciel, ils ont réussi à faire cette corrélation entre les événements terrestres, ça peut être des guerres, ça pouvait être des cataclysmes, la crue, etc. Donc c'était aussi pour des raisons de survie. Donc ils observaient le ciel et se sont aperçus en fait qu'il y avait des correspondances entre les événements qui se déroulaient sur Terre et puis les mouvements célestes. C'est comme ça qu'ils ont bâti une grille de lecture. Voilà. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des significateurs, d'avoir tout un langage finalement, un langage symbolique et énergétique que l'on utilise à volonté, donc pour justement déceler. Alors c'est le petit plus que l'on a en plus des documents journalistiques, traditionnels, historiques, etc. Alors un jour je ferai une vidéo vraiment sur l'astrologie, et bon, il faut se rappeler aussi que c'est ce qui était une vague intuition, petit à petit, c'est devenu, notamment dans les années 90, donc j'ai vu qu'il y avait un physicien de la physique quantique qui s'appelait John Stuart Bell, qui a prouvé scientifiquement ce qui avait été théorisé jadis sur la simple observation du ciel et les effets produits sur Terre et dans nos vies. Alors, le théorème, c'était « Il n'existe pas de système isolé, chaque particule de l'univers est en liaison instantanée avec toutes les particules. Tout le système, même si ces particules sont séparées par d'énormes distances, fonctionne comme un système unifié. » Donc ça veut dire aussi que l'univers ne connaît ni de discipline, les matières, l'espace-temps, tout ça, ça n'existe pas, ce sont des créations humaines pour structurer la pensée, mais en fait, tout est lié, quoi. C'est pour ça qu'on va pouvoir faire ces correspondances entre des personnes qui sont évadées à une époque complètement différente, mais où on retrouve dans le scénario une similitude, quoi. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment faire des recherches et donc faire des comparaisons, quoi. Donc on va pouvoir attaquer de suite toute cette
tous les rappels en fait des significateurs astraux de la fuite. Vous avez bien compris, donc j'espère bien m'être fait comprendre. On n'est jamais assez, comment dirais-je, explicite, et donc vous avez compris qu'il y a un dénominateur commun entre les fuyards, là, dont je vais vous parler, et puis donc cette présomption de fuite, entre ces évadés, cette présomption de fuite. Donc on va faire tout de suite un petit rappel sur les significateurs. Donc lorsqu'on parle de fuite et d'évasion, on parle d'échapper à un ennemi, de s'échapper d'un piège, d'une prison, battre en retraite, rebrousser chemin, parce qu'on sent que justement la bataille est perdue. Donc là, c'est le cas normalement pour Adolf Hitler, qui a bien vu que, à un moment donné, il y a eu un tournant dans la guerre et que ça allait mal. Donc la première des planètes qu'on regarde, c'est forcément Mercure, alias Hermès, chaussé de ses sandales ailées. Donc quand je dis Hermès, c'est pour la mythologie grecque, chaussé de ses sandales ailées, capable de se mouvoir vitesse grand V, de s'adapter aux situations, de faire preuve d'intelligence pour analyser la situation et même faire preuve de ruse, de malice, et de jouer la comédie qui permet de détourner l'attention des gardes. Ça, c'est si on se met vraiment dans l'optique de quelqu'un qui est en prison. Donc Mercure, c'est le maître du Gémeaux, comme vous le savez, également de la Vierge. Donc le premier est malin comme un singe, c'est un signe double. Il sait créer des diversions et des leurres. Et puis le signe de la Vierge aussi est pas mal non plus. Il a aussi donc cette subtilité, donc ce sens du détail, voilà, qui permet aussi d'avoir cette intelligence aussi pour échafauder des plans, d'être assez suffisamment fine mouche finalement pour échafauder des plans. Dans le cas d'Hitler, nous savons, d'après de nombreuses sources, qu'il avait d'ailleurs de nombreux sosies. C'est pour ça que je vous parle du double, donc de nombreux doubles, notamment pour tromper les adversaires. C'est souvent, il faut le savoir, l'apanage des dictateurs et des dirigeants, adeptes des régimes autoritaires, de donner l'illusion d'avoir ce don d'ambiguïté, c'est-à-dire d'être à plusieurs endroits à la fois. Et donc là, on retrouve bien le Gémeaux, et on pourrait parler, on y viendra, mais on en a déjà dit quelques mots, de la maison 8. Vous avez vu que dans la maison 8 est en Gémeaux dans le thème d'Hitler. Et donc on a un Gémeaux et on a Neptune, qui est la planète de l'invisible aussi, avec Pluton, qui est aussi, comme vous avez pu le constater, on a fait le rappel de Hadès, Pluton avec son casque, donc qui permet d'être invisible. Et puis Neptune, Neptune c'est les masses océaniques, c'est l'eau. Donc l'eau, comme vous le savez, elle est incolore. Et donc l'eau aussi, Neptune, est un astre évanescent. Donc on peut aussi dire que quand on fuit, on prend les jambes à son cou. Donc là, quand on parle de cette expression-là, prendre les jambes à son cou, quand on parle de jambes, en astrologie médicale, c'est représenté par le Verseau et Uranus, justement, qui est la planète de la liberté. C'est aussi celle du scénario de fuite. Et puis le cou, c'est symbolisé par Vénus et le Taureau. Alors Vénus, c'est aussi la planète de l'art et du charme qui permet, par exemple, à une femme, si je prends une femme, mais ça peut être un homme aussi, mais d'utiliser ses atouts de séduction pour distraire des gardes, par exemple, pour mieux prendre la fuite. C'est déjà arrivé, ça, vous l'avez souvent vu dans des films. C'est aussi l'art du maquillage qui permet, si on l'associe à Mercure, de dissimuler, de mettre en forme, maquiller une évasion, pour ne pas être démasqué. Là, on fait preuve de créativité avec Vénus. Et Mercure peut, par exemple, créer des simulacres. Donc là, on retrouve l'idée de double avec Mercure, encore une fois, et le Gémeaux. Alors, on a plusieurs scénarios de fuite dont je vais vous parler de suite. Alors ceux qui ont vu les évadés d'Alcatraz avec l'excellent Clint Eastwood se souviennent très certainement qu'ils avaient confectionné des poupées en fait, des mannequins, donc qui faisaient office de leurre pour pouvoir maquiller leur évasion. Petite parenthèse, donc Clint Eastwood est d'ailleurs du signe du Gémeaux, ascendant Scorpion avec Mercure en Taureau. Donc là, on retrouve bien les potentialités dont on a parlé, les acteurs qui ont cette chance inouïe de pouvoir exprimer à travers leur jeu d'acteurs dans différents rôles leur potentialité astrale que l'on retrouve, mais force est de constater que Clint Eastwood, il n'a jamais été ni en prison, ni il s'est évadé. Mais par contre, on retrouve, si on étudiait bien son thème, vous retrouveriez donc certains aspects, certains significateurs, justement, qu'on est en train d'étudier, justement, de la fuite. Alors enfin, on a bien sûr Mars, la planète de l'action qui permet de s'échapper. Il y a bien sûr la fuite spontanée et improvisée quand il y a un danger immédiat, mais il y a aussi l'évasion
ou fuite organisée, hein, celle qui est planifiée, programmée. Donc là, il faut inclure Saturne forcément, qui fait les plans, le Capricorne, qui est la planète aussi du sang-froid, et on a Mars, bien sûr, hein, qui est, comme vous le savez, le deuxième maître du Capricorne. Alors quand on parle d'évasion, on regarde bien entendu aussi Jupiter, le Sagittaire, la maison 9, et son correspondant, hein, dans l'opposition, hein, sur la roue astrologique, la maison 3. Quand on parle de fuite, on pense aussi à Neptune, donc la géante gazeuse, hein, qui est la planète, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est capable, si vous voulez, de s'évanouir dans la nature, de s'évaporer comme l'eau, puisque Neptune, hein, gère les masses océaniques, gère l'eau, et donc on peut effectivement voir l'eau s'évaporer quand elle est bouillie par exemple, etc. Donc là on a ce côté évanescent. Donc d'ailleurs le mot fuite se rapporte à la fuite d'eau d'un tuyau. Hein, d'ailleurs il y a de nombreux évadés de prison qui ont fui par la tuyauterie, par les tuyauteries en général, hein, lors de leurs incarcérations, ou par la mer. Tiens d'ailleurs les évadés d'Alcatraz, si vous vous souvenez, dans le film on voit très bien à un moment donné, ils gonflent, hein, un matelas rudimentaire, un matelas pneumatique pour se sauver justement de l'île d'Alcatraz. Enfin, on a Pluton, bien sûr le Scorpion, la maison 8, qui permettent aussi d'élaborer, d'échafauder des stratégies, donc qui permettent de trouver aussi les ressorts cachés, qui permettent de trouver la détermination, la force intérieure aussi, hein, pour pouvoir vraiment échafauder, préparer un plan bien huilé, et aussi de ne pas avoir peur aussi de prendre des risques, forcément, parce qu'on peut se faire démasquer, et puis d'aller creuser un tunnel. Donc là, on retrouve bien, si on l'associe en plus à Saturne, le bâtisseur, on trouve bien le monde souterrain propre à Pluton et Hadès, hein. Alors on a ça dans le film La Grande Évasion, où on voit Charles Bronson et ses collègues. Donc c'est un film de 1963, qui est sorti en 1963, où on voit, donc ils sont pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit qu'ils échafaudent un plan bien huilé pour... bien sûr, là, il s'agit d'une fiction, contrairement aux évadés d'Alcatraz, où là, de mémoire, il me semble que c'est une histoire vraie qui a été adaptée au cinéma, mais où on a bien en tout cas voilà, des évadés qui creusent un tunnel dans ces cas-là. Donc là, on parle bien du monde, hein, souterrain, Hadès, donc il faut le courage, trouver les ressorts là, pour gagner sa liberté, avec, si on rajoute bien sûr, Uranus. Donc c'est vrai qu'on a ce risque, hein, on peut mourir, on peut se faire prendre, on peut se faire exécuter. Et puis ensuite, avec Pluton, bah, il y a l'idée aussi de passer incognito, de changer d'identité. Et puis, je vais vous parler aussi d'un autre significateur, donc on va rajouter, qui va permettre en fait d'affiner, surtout de trancher en cas de doute, et que j'ai ajouté en fait aux cartes du ciel. Alors, en fait, j'ai trouvé donc dans la mythologie grecque, donc une histoire, l'histoire d'Énée, qui lorsque Troie, donc la ville de Troie, hein, est tombée aux mains des Achéens, il a utilisé une ruse, en fait, hein, il s'est inspiré d'Ulysse, et il s'est enfui avec ses amis, et donc il a réussi en fait à fuir, justement, hein. Donc il a été obligé par contre, hein, sur l'ordre des dieux, d'abandonner, et d'Aphrodite, hein, d'abandonner par contre son épouse. Donc forcément, donc là j'ai essayé de faire une analogie, bien entendu, hein, que ça n'a rien à voir quand on regarde ces deux histoires qui sont différentes, mais par contre le dénominateur commun, c'est qu'il y a l'idée de fuite, encore une fois, et l'idée d'un régime qui est pris par l'assaillant. Donc voilà pourquoi j'ai pris Énée. Donc cette histoire nous fait penser, en toute proportion gardée, justement à la chute du régime de Berlin, comme les Troyens, donc encerclés par les Achéens, mais cette fois les Russes, hein, donc c'est l'armée russe, hein, donc l'armée rouge qui encerclait Berlin. Donc j'ai pris Énée, et donc Énée c'est un astéroïde en fait, hein, d'ailleurs, qui a été découvert le 17 octobre 1930 dans l'observatoire d'une ville dont je ne vous donnerai pas le nom parce qu'elle est compliquée à épeler, je ne fais pas d'allemand, mais c'est près de Heidelberg, c'est en Allemagne. Et donc l'astéroïde en question, donc, qui reprend donc, cette histoire mythologique, porte le numéro 1172. Et voici sur la carte du ciel d'Adolf Hitler, 20 avril 1889. Donc vous vous souvenez, hein, on avait établi le thème, donc là c'est une autre carte, et où j'ai introduit Énée, donc qui porte le nom Anéas. Donc on retrouve à 25 degrés 17, hein, de la balance, à côté d'Uranus, donc qui est vraiment très proche, hein, puisque on a la cuspide aussi qui est à 26, donc on a vraiment une quasi-conjonction de Anéas avec une opposition à Mercure.
Mercure-Uranus. Hein. Vous vous souvenez qu'on avait un doute quand on parlait du thème nos 3 suicidés par balle, hein, Kurt Cobain, Bernard Loiseau et Vénère. Hein, donc on avait bien à chaque fois Uranus et on avait une opposition à Mercure. Donc je viens de vous exposer les significateurs aussi de la fuite, avec Mercure, Uranus. Uranus d'ailleurs, hein, qui est maître du Verseau. Le Verseau, donc c'est le fond du ciel, la fin de vie. Hein, et vous vous souvenez, on avait élaboré tous les scénarios. Donc on avait parlé, alors notre ami Nicolas avait parlé d'une mort originale, donc moi j'avais dit que c'était aussi possible hein, qu'on ait ce scénario de liberté, de fuite finalement. Donc là on retrouve bien, vous voyez, avec en plus Aîné, qu'on retrouve dans une position extrêmement stratégique. Prenons maintenant le thème référence hein, de la mort, suicide, hein, supposé Hitler, mais qui devient pour nous du coup le thème de la fuite. Même si il a peut-être fui avant, mais voilà, on a ce référentiel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est gravé dans le marbre céleste, c'est gravé dans l'histoire de l'humanité, que Hitler s'est suicidé à ce moment-là. Donc en réalité, donc, on prend ce thème-là, et donc on s'aperçoit en fait que Aîné donc, est positionné à 5 degrés du Cancer dans la maison 9. Alors, dans la maison 9, par contre, si on superpose cette carte du ciel au thème d'Hitler, c'est-à-dire que Aîné, dans le thème événementiel, on le retrouve en maison 9 d'Adolf Hitler, c'est-à-dire le thème, la maison de l'évasion, la maison du voyage, opposé d'ailleurs à Jupiter-Lune, hein, à 5 degrés en Capricorne. Donc ça, c'est important aussi quand même de le garder en tête. Donc, et on voit que Aîné également dans une position en conjonction à Saturne, Neptune. Et vous vous souvenez qu'on avait expliqué que Saturne-Neptune, hein, c'était le mensonge d'État. Donc là, je vous renvoie à notre vidéo précédente. Hein, je vous avais parlé justement de ce cycle hein, des grands mensonges, Saturne-Neptune, avec cette analogie avec 1917, la révolution bolchevique, etc. etc. Et d'ailleurs, on a les Russes hein, d'ailleurs, qui sont impliqués dans cette histoire-là. Donc après, bon, on regardera tout à l'heure, on reviendra bien sûr sur les 2 fils rouges, forcément, parce qu'on va regarder maintenant les thèmes des évadés, justement, pour voir hein, si on retrouve des similitudes au niveau des thèmes astro. Mais déjà, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, compte tenu des significateurs dont on a parlé, hein, on retrouve tout de suite un Mars-Neptune aussi. Hein. Alors, j'ai pas dit aussi que Aîné donc, serait a priori alors en maison 10, maison 11, mais vous voyez à côté de la tête du dragon, donc ça montre quand même la tête du dragon, c'est le destin un peu, le destin de l'événement quoi. Hein. Et d'ailleurs on l'a en ce moment, on a la tête du dragon en Cancer, hein, vous voyez, il n'y a pas de hasard, comme quoi on parle de tout ça. Et d'ailleurs j'ai regardé même mon propre thème, et c'est marrant, puisqu'on retrouve, moi j'ai un Saturne en maison 8 en Cancer. Et donc la maison 8, hein, donc vraiment un rapport direct avec la mort, avec tout ça. Donc c'est sans doute pour ça. Et puis on a Pluton en opposition, donc je m'en suis pas, j'y avais pas pensé de suite. C'est en regardant, je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'on a beaucoup le cancer, etc. Et en fait, donc, je le retrouve dans mon thème. Donc comme quoi tout est lié, hein, voilà. Et donc là on trouve bien, vous voyez la tête du dragon, donc qui symbolise bien un événement important, donc qui serait en rapport avec la fuite. Et donc on peut rajouter aussi, donc on a Mars, hein, opposition à Neptune. Donc je vous avais dit tout à l'heure que Mars, hein, c'était la planète aussi, elle fait partie des planètes de fuite. Et là, avec Neptune, justement, on a bien hein, l'idée d'esquive. Hein, puisque Mars, c'est une planète de courage en général, hein, qui est apte au combat, puisque c'est la planète du combat, alias Arès. Mais là, avec Neptune, on aura plutôt tendance à esquiver, à pas vouloir aller dans l'affrontement. Donc Mercure, c'est la planète du mouvement en plus, et elle est en bélier. Puisqu'on a parlé aussi de Mercure. Donc encore une fois, vous voyez, on retrouve Mercure en bélier, dont le maître est Mars. Et on retrouve Mercure-Vénus. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de maquillage, et je vous avais même déjà dit en précédente partie, on avait parlé donc de mise en scène, de maquillage, etc. Donc là, on a bien donc un Mars opposition Neptune, qui symbolise l'évanescence, la fuite, Neptune, donc qui symbolise bien l'invisible, hein, je le rappelle. Donc là, qui tombe en 2, dont l'almutène est Vénus, justement. Hein. L'almutène de la 2, c'est Vénus, et le maître et Vénus, c'est le maître à la fois de l'ascendant d'Adolf Hitler, et puis également du thème
événementiel plus le soleil, hein, c'est le soleil du jour, mais également le signe zodiacal hein, d'Adolf Hitler. On nous parle de fuite, hein, on nous a parlé de la Colombie, qui aurait été la première escale. Donc là, j'ai trouvé, hein, grâce à notre superbe site AstroThème, le thème de la Colombie, thème astral, thème du pays fondateur. Hein, donc 20 juillet 1810 à 23h39 à Bogota. Donc on a un soleil en cancer, encore une fois le cancer, et un ascendant en bélier à 25 degrés 38. Donc là, on jette le petit coup d'œil sur la carte du ciel. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, bon, bah, c'est un thème cancer, encore une fois. Donc avec la cuspide, vous le voyez, de l'ascendant en bélier. Et la cuspide, tenez-vous bien, tombe vraiment mais à 25 degrés 38 et Adolf Hitler, en fait, à Mercure à 25 degrés 40. Donc là, on ne peut pas faire plus précis, hein. Il y a une conjonction très étroite. Donc le thème de la Colombie est marqué par le cycle Saturne-Neptune, encore une fois. Hein, le cycle faux jumeau, Saturne-Neptune, Lion-Balance, dont je vous ai parlé, là, le mensonge d'État. Hein, la grosse escroquerie, quoi. Grosse machination. Voilà. Et donc là, on retrouve bien Saturne-Neptune, et en plus, on retrouve en Sagittaire. D'accord? Donc si on superpose, en plus, hein, le thème de la Colombie au thème événementiel du 30 avril 1945, on a une conjonction parfaite de la lune du jour, du thème donc du 30 avril, hein, donc à Saturne-Neptune. C'est-à-dire que la Lune, elle est à 11 degrés, et Saturne-Neptune, on les a à 9 et 6. Voilà, donc là, on peut parler de lieu d'établissement avec Saturne, hein, Saturne-Neptune. Voilà, alors Jupiter, qui parle de voyage, mais aussi de protection, hein, c'est le maître du Sagittaire, se retrouve comme par hasard en Taureau, à 25 degrés 45. Or, Adolf Hitler, vous le savez, est bien Taureau, avec Soleil, Vénus, Mars. Et le thème prétendu du suicide, il est aussi Taureau. Donc ça commence à faire quand même beaucoup. Le thème de la Colombie est Cancer, correspond à la maison 9. Encore une fois, 9, Sagittaire, Jupiter. Vous voyez, à chaque fois, on retombe sur ça. C'est un thème Cancer. Donc le thème donc, où on retrouve en fait hein, une maison 9. C'est-à-dire si on superpose dans le thème d'Hitler, on tombe bien sur la maison 9. Et on a bien en plus, elle est chargée, hein, elle est en maison 3, on a Mercure, Mars, puis on a en 4 par contre, on a le Soleil. Donc là, et en plus, on a une formation avec des aspects avec Neptune, autant qu'avec Uranus. Uranus, donc une planète de la liberté, et Neptune, une planète de la fuite. Donc ajoutons que dans le thème de la Colombie, on a un milieu du ciel en Capricorne, mais surtout une maison 9 de la Colombie, où on retrouve Jupiter, Lune. Hein, le Jupiter Lune de Adolf Hitler, qui se retrouve ici, là. Donc il reçoit comme par hasard Jupiter Lune d'Adolf Hitler, qui lui l'a en 3. Donc là, franchement, ça commence à faire quand même pas mal. Hein. Quand on met tout ça bout à bout, voilà, on a même la tête du dragon, donc qui est en balance aussi, comme Hitler, qui tombe dans sa maison des secrets, la maison 12 à lui. Ajoutons Pluton, le maître du secret, qu'on a en poisson, hein, donc le signe de la mer, des océans gouvernés par Neptune, et dans le thème de la fuite, probable fuite en tout cas, en sous-marin, etc., hein, du 30 avril, on a bien un Mars en poisson, donc Mars, un des significateurs de la fuite. Passons maintenant au thème de l'Argentine, 25 mai 1810 à 12h15 à Buenos Aires, c'est un thème Soleil Gémeaux avec un ascendant dans le signe du Lion. Hein. Donc là, dans le thème d'Adolf Hitler, on a bien hein, le Gémeaux et le Lion aussi qui sont valorisés avec le milieu du ciel. On a les astres en Gémeaux, donc qui tombent, hein, tous ces astres-là, Soleil, Mars et Vénus, Mercure, qui tombe justement dans sa maison 8, à lui, un changement, donc transformation, changement de vie, mort apparente, mais secret aussi, la maison des secrets, la maison, hein, vous savez, c'est celle où on a Mars-Neptune, dans le thème d'Adolf Hitler. Donc là, on a un Soleil, Mercure, Vénus, Mars, sexy-carré à Uranus, dans le thème, et on a un Mars opposition à Neptune. Hein, d'accord, on a bien un Mars qui est en opposition à Neptune, donc là on parle également de fuite. C'est vrai que c'est la même année, hein, ça a été fondé en 1810 comme pour la Colombie, donc forcément on retrouve des similitudes. Et encore mieux, on retrouve une Jupiter cette fois-ci à 14 degrés
En taureau, encore une fois, vous voyez, la planète de la protection. Donc on retrouve cette fois-ci en conjonction quasi parfaite avec Vénus-Mars d'Adolf Hitler. Voilà, donc là, on a également la Lune et Pluton en Poisson. Et en fait, on a bien Mars en Poisson. On a la tête du dragon, encore une fois, en Balance. Donc voilà, grosso modo, hein, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, mais on retrouve quand même des similitudes et significateurs donc qui se complètent et qui se superposent quand on prend les thèmes, quand on les compare. On termine par le thème, cette fois-ci du Paraguay, puisque le Paraguay a été fondé le 14 mai 1811, donc encore une fois un soleil dans le signe du Taureau, avec encore une fois un Mars-Neptune, Mars conjonction à Neptune en Sagittaire, un Jupiter-Mercure en Gémeaux, donc on a encore une fois cet axe-là. Donc voilà, j'ai pas plus étudié, par contre on en retrouve bien une Lune hein, qui est dans le signe du Verseau, donc le signe du Verseau qui correspond au fond du ciel hein, de Adolf Hitler. Donc voilà un petit peu pour les thèmes des pays dans lesquels il aurait probablement séjourné et où il se serait enfui. Donc il y a de fortes présomptions quand même, avec, on retrouve beaucoup le taureau, hein. Ils sont tous marqués par le taureau d'une manière ou d'une autre, et là vous avez vu toutes les correspondances. Alors il aurait été intéressant, je ne l'ai pas fait, je viens d'y penser, je n'ai pas mis aîné dans chacun des thèmes des pays, mais vous pouvez vous amuser à le faire, peut-être que vous trouverez des éléments correspondants. On va tout de suite passer maintenant au thème des évadés. Pour les évadés, j'ai pris le célébrissime Houdini, hein, qui d'ailleurs, ce nom-là est souvent repris même dans les spectacles de magie, de cirque, hein. Les spectacles d'évasion, vous avez le magicien par exemple qui est enfermé dans un coffre ou qui est avec des chaînes, hein, puisque Houdini a réussi à échapper hein, à la prison à 3 reprises, et puis il est réputé pour ses évasions spectaculaires et sa capacité de façon magique, en tout cas en apparence magique, à se défaire de ses chaînes. Alors regardons tout de suite son thème astral. Elle a un thème bélier. Hein, c'est quelqu'un qui est né le 24 mars, qui était né le 24 mars 1874 à Budapest à 4 heures du matin. J'ai trouvé son thème sur AstroThème, comme souvent d'ailleurs. Donc c'est un bélier ascendant Verseau, d'ailleurs avec le cycle Saturne-Uranus. Donc Verseau-Lion, donc là on retrouve le cycle Saturne-Uranus qu'on retrouve également dans le thème d'Adolf Hitler. Donc il a un gros amas en bélier, donc là on retrouve bien encore une fois le bélier. Il a Mercure en Poisson, dont le maître, hein, vous le savez, est Neptune, qu'on retrouve en conjonction avec Mars. Et le tout carré à Uranus, encore une fois. Donc là on retrouve bien encore une fois Mars-Neptune, significateur de la fuite. Et puis on a Pluton, hein, qui est dans le signe du Taureau, et là si on regarde en termes de degrés, donc c'est 20 degrés, donc c'est pas très loin non plus. Hein, si on compare au thème par exemple de Hitler. Et puis on a également Aîné qui est situé en Cancer, à 20 degrés du Cancer. Donc là si on compare hein, Houdini comparé au thème d'Hitler ou au thème événementiel hein, de la fuite, donc on a une conjonction Mars-Neptune, donc de Houdini, avec tête du dragon d'ailleurs, qui est pile sur le Soleil-Mercure en natal d'Hitler, avec l'opposition Uranus. Vous vous souvenez hein, c'est vraiment... c'est là à chaque fois toujours ce doute qu'on a sur cette opposition Mercure-Uranus à cause justement des thèmes hein, des personnes qui se sont suicidées par balle. Donc là, encore une fois, on a bien une similitude. Hein. Donc là, donc je vous ai dit, hein, il a Aîné en Cancer, donc à 20 degrés, et Hitler, lui, il a une tête du dragon, donc il a en Cancer à 15 degrés. Et puis, vous avez vu, dans le thème événementiel, on a bien Aîné, hein, qu'on retrouve également en Cancer. Donc ça, c'est quand même encore assez fort. Ensuite, j'ai pris le thème de Michel Vaujour, hein, qu'on a appelé le roi de la cavale, parce qu'il a réussi en fait à s'échapper 5 fois de prison, dont une à l'aide de sa femme d'ailleurs. Hein. C'était la prison de la santé. Donc, et d'ailleurs, elle avait pris des cours de pilotage d'hélicoptère pour venir le sauver le 26 mai 1986. Donc on va tout de suite regarder son thème astral. Alors, donc c'est un thème Capricorne, avec un soleil en Capricorne, ascendant Taureau, avec une lune valorisée dans le signe du Taureau. Et on a Mercure en conjonction à Aîné, justement, donc le fameux astéroïde hein, de l'évasion, opposition à Uranus. Encore une fois, vous voyez, Mercure-Uranus, encore ce fameux Mercure-Uranus dont je vous ai dit qu'on avait des doutes, etc. par rapport au suicide. Donc là, on retrouve bien dans le thème
d'un évadé. En sachant d'ailleurs hein, qu'Uranus, c'est le maître du Verseau, où on retrouve Vénus-Mars, hein, qui est d'ailleurs dans le signe du Verseau. Au trigone à Neptune. Le tout est au trigone à Neptune, encore une fois. On retrouve bien ici le tandem Vénus-Mars cette fois-ci, avec Mars toujours trigone. Alors là, cette fois-ci, c'est un trigone, c'est pas une conjonction, c'est pas un carré, mais on retrouve bien encore une fois Mars-Neptune. Et ça, on le retrouve bien dans le thème de la fuite, en tout cas le thème du 30 avril. Hein. Ce qu'on remarque aussi, c'est que Michel Vaujour, alors vous le verrez par rapport au prochain évadé dont je vous parlerai, et je peux tout de suite vous le citer, c'est Jacques Messrine. Hein, vous verrez, il y a quelques similitudes aussi. Hein. Donc lui a né, donc, hein, je vous ai dit, en conjonction donc, à 7 degrés 44 du Capricorne, opposition Uranus, en conjonction parfaite, si on superpose la carte du ciel de Adolf Hitler, on retrouve Jupiter-Lune d'Hitler, donc en 3, opposition à la 9. Encore une fois, vous voyez, encore une fois, on retrouve encore l'axe Capricorne-Cancer, encore l'axe 3-9. Et on a également une lune de Monsieur Vaujour, donc qui est à 14 degrés du Taureau, en conjonction à Vénus-Mars, hein, en natal d'Hitler, qui lui là autour de 16. Et on a une Neptune, donc, qui fait bien partie des significateurs avec, quand on l'associe avec Mars, qu'on retrouve à 19 degrés du signe 19 degrés 31 du signe de la Balance, soit en conjonction parfaite au Uranus, planète de la liberté d'Hitler. Et on retrouve Uranus du thème donc de Michel Vaujour, qui est en conjonction parfaite à Chiron de Hitler à 6 degrés 41. Voilà. Voici le thème hein, de l'évasion de Michel Vaujour quand il s'est évadé à l'aide de sa femme, hein, qui est venue le chercher en hélicoptère à la prison de la Santé. Donc le 26 mai 1986, on retrouve bien une conjonction Mars aîné en Capricorne à 20 et 22 degrés. Donc là, et on a bien en fait un amas avec Mars qui n'est pas en conjonction à Neptune, mais qui est quand même hein, dans le même signe. Voilà, et avec la Lune hein, qui symbolise bien sa femme. Et la préparation aussi, puisque le Capricorne, hein, on l'a dit dans les significateurs, c'est un signe qui va préparer. Et c'est vrai qu'elle a dû prendre des cours de pilotage pendant 10 mois. Donc ça se prépare, ça se fait pas comme ça, ça s'improvise pas. Donc là, on retrouve bien Mars dans le signe de la programmation, hein, le signe qui calcule son coût, qui organise l'événement, donc de la fuite. Avec Saturne d'ailleurs, maître du Capricorne, donc qui est en quasi-conjonction. On le retrouve en Sagittaire, qui est en quasi-conjonction avec la Lune du 30 avril en Sagittaire. La Lune du 30 avril 1945, c'est-à-dire qu'on aurait une quasi-conjonction. Hein, d'accord, si on superpose les cartes du ciel. Donc tout ça encadré par Uranus. Donc là, on retrouve bien... alors le Soleil, on l'a par contre en Gémeaux, Soleil-Mercure, d'ailleurs, on a Soleil-Mercure, et Uranus, en opposition avec Saturne. Donc là, on retrouve bien la structure hein, héliportée. Voyons maintenant le thème astral de Jacques Messrine. Donc Jacques Messrine, hein, qui est appelé l'homme aux 1000 visages, qui s'est évadé de prison à plusieurs reprises, notamment avec François Besse, donc un autre professionnel de l'évasion. Hein. Voici le thème de Jacques Messrine, né le 28 décembre 1936, à Clichy-la-Garenne, à 16h35. Donc c'est un thème Capricorne, ascendant Cancer, où on retrouve d'ailleurs une conjonction Soleil-Jupiter en Capricorne, à 5-6 degrés. On a Mercure, encore une fois, carré, enfin je dis encore une fois, mais en tout cas qui est en aspect avec Uranus. Donc là on a bien, par contre Uranus qui est à 5 degrés du Taureau, donc là on trouve bien un carré. Et on a également, alors lui il a Uranus en 11, hein, et on a Mars, donc Neptune, donc ils sont par contre dans des signes succédants, il n'y a pas d'aspect, mais ils sont dans des signes succédants, mais par contre on a bien une conjonction de Mars à Aîné. On compare hein, le thème de Jacques Messrine avec celui d'Adolf Hitler, donc on se rend compte que donc il est du signe du Capricorne avec un Soleil Jupiter qui est en conjonction, donc qui est à 6 degrés et qui est en conjonction au Jupiter-Lune de Adolf Hitler à 8 degrés. Encore une fois, on retrouve le Capricorne, on retrouve une conjonction. Hein, il a également un ascendant en Cancer, avec une cuspide qui tombe pile poil à 15 degrés sur la tête du dragon de Adolf Hitler, et à moins de 3 degrés de la tête du dragon du 30 avril. On a une Uranus, donc du thème personnel de Jacques Messrine, qui tombe donc en Taureau, en maison 11,
où on a en fait toutes les planètes personnelles hein, de Adolf Hitler qui sont dans les parages là. Donc le 30 avril aussi, on a le Soleil hein, qui forme en fait une conjonction. Et puis on a Mars, on l'a dit, en balance, donc là à 25 degrés, en conjonction à Aîné, qui tombe sur la cuspide de l'ascendant de Adolf Hitler, hein, que lui, il a en balance avec Uranus pas très loin. Et puis on a également Neptune, donc Neptune hein, qui est à 18 degrés de la Vierge, et on retrouve Jupiter en Vierge dans le thème événementiel du 30 avril, qui est à 17 degrés. C'est-à-dire que le Jupiter du thème de l'événement, donc du supposé suicide, mais qui se transforme, hein, donc là pour nous, en thème de l'évasion, on le retrouve vraiment à 1 degré près en Vierge. Hein. Donc là, avec cette conjonction avec Neptune et donc Jupiter. À chaque fois, c'est des significateurs. Quand je prends les planètes, ce n'est pas des planètes au hasard. Hein. C'est pour ça que j'ai défini tout à l'heure les significateurs. Alors là, maintenant, on va regarder donc le thème de l'évasion de Jacques Messrine et le comparer aussi hein, au thème d'Adolf Hitler et également le thème événementiel. Le thème événementiel, c'est un thème taureau, 8 mai 1978. Comme par hasard, on retrouve un soleil conjonction à Aîné, l'astéroïde de la fuite. Hein, et puis on retrouve Mars, Neptune encore une fois. Hein, donc, et on a également Mars-Uranus. Hein, donc là, et on a également, ce qu'on peut, là par contre on peut tout de suite faire des comparaisons. On a le soleil hein, en taureau, donc conjonction parfaite à Aîné qui correspond aussi ici hein, à Vénus-Mars en natal de Adolf Hitler. C'est-à-dire que là, on a une conjonction, encore une fois, parfaite. C'est-à-dire que là, vous voyez, on retrouve Aîné, on retrouve le Soleil, et si on superpose la carte du ciel d'Adolf Hitler, on tombe sur donc des points clés, hein, des éléments clés de son thème. Et en plus, Vénus, hein, c'est le maître du taureau. Donc, l'on retrouve dans le thème en Gémeaux, à 13 degrés 29 du Gémeaux, en conjonction quasi parfaite au Uranus hein, du thème du 30 avril, par exemple. Hein. Donc là, on peut prendre après ensuite le dernier fuyard, et je pense qu'on aura fait le tour. J'ai pris le thème de Richard Lee McNair, donc qui lui a réalisé un braquage, il a tué quand même quelqu'un, donc il se retrouve en prison, mais il arrivera à s'évader à plusieurs reprises. La première fois, il parvient à glisser ses mains hors de ses menottes, un peu à la Houdini. Alors après, il s'est fait à nouveau prendre, et cette fois, il aura réussi à prendre la fuite par les tuyaux d'aération. Et la troisième fois, il arrivera à se cacher en fait dans un sac de courrier. Et vous voyez, quand on parle du courrier de la poste, hein, on parle de Mercure. Vous voyez, les échanges de courrier, les échanges de messages. Donc ça lui a permis de sortir de prison. Là, c'est un thème sagittaire, donc le signe hein, de l'évasion. On a une conjonction Soleil-Saturne. Et on a un Mercure en Sagittaire. D'ailleurs, si on superpose au thème événementiel, on retrouve bien Mercure. Donc, avec la conjonction Lune du 30 avril. Hein. Donc ça, c'est déjà la première chose. On peut dire aussi qu'on a Mars en Taureau. Taureau, donc le signe Adolf Hitler, mais surtout avec une conjonction parfaite quand on superpose la carte du ciel d'Adolf Hitler à 16 degrés 34. Et là, on retrouve bien vraiment la conjonction avec Mars-Vénus. Hein. Et lui, en fait, il a dans son thème, donc Richard Lee McNair, il a bien une opposition. Alors, Jupiter-Neptune, en fait, on n'a pas une opposition directe à Neptune, mais on a quand même l'opposition dans des. On a bien Neptune dans un signe opposé. On a bien encore une fois la fuite. Alors, on a également Aîné, l'astéroïde hein, qu'on retrouve en Vierge. Donc là, bon, on pourrait parler des aspects, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on prend le thème événementiel hein, de la fuite, on retrouve en fait une conjonction donc de Aîné à 13 degrés, quasi-conjonction au Jupiter, hein, 17 degrés du thème du 30 avril. Et puis on a Pluton qu'on retrouve ici à 4 degrés du signe de la Vierge, hein, qui serait en conjonction parfaite à la cuspide de l'heure H du prétendu suicide. Et puis on a également une tête du dragon hein, à 18 degrés donc de la balance, en conjonction avec le Uranus, donc planète de la liberté de Hitler qui est à 18. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On pourrait rajouter, on pourrait prendre plein d'autres fuyards. Là, je vous laisse vous après faire les expériences parce que j'ai pas eu le temps malheureusement d'en faire beaucoup plus, mais déjà ça nous donne quand même certaines idées. Suggestion, vous pouvez prendre le thème de Frank Abagnale. Vous savez, c'est l'histoire vraie donc, qui a été adaptée
au cinéma, et donc est joué par Leonardo DiCaprio, qui joue le rôle de Frank William Abagnale, avec l'excellent Tom Hanks. Et si vous prenez le thème de Frank Abagnale, vous trouvez un thème taureau. C'est quelqu'un en fait qui est du signe du taureau, comme par hasard. Alors après, je vous laisse vous faire vos propres études. A noter également que le film, hein, La Grande Évasion, 11 septembre 1963, avec d'ailleurs l'excellent Steve McQueen notamment, on a Charles Bronson, on a plein d'éminents acteurs de l'époque. Donc il est sorti le 11 septembre 1963, donc c'est un thème vierge avec un soleil en vierge à 17,59 degrés en conjonction parfaite avec le Jupiter du thème donc du 30 avril 1945, et avec Uranus, planète de la liberté, qui tombe à 6 degrés, qui tombe pile poil en conjonction à la cuspide de l'heure H. Donc voilà, donc là ça vous donne encore un élément complémentaire. Donc quand on croise tous ces éléments-là, ça fait quand même pas mal de similitudes avec les significateurs qu'on a énoncés au début. Pratiquement au terme de cette vidéo, donc voici un article qui vous parle d'Hitler et les astrologues. Donc là on se rend compte que Hitler a utilisé notre noble art millénaire, hein, à mauvais escient, donc ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Donc là vous pouvez retrouver cet article, vous avez le lien dessus. Je vous invite également à regarder très attentivement ce reportage. Donc vous avez le titre ici, reportage Hitler s'est-il vraiment suicidé? Mais regardez-le avec un esprit critique. Notez bien dans l'ordre chronologique aussi la manière dont on vous annonce les événements. Vous allez voir, il y a des incohérences donc, qui sont très intéressantes. Et là, je vous montre le passage à 13 minutes et quelques. Donc on vous parle de l'invisibilité d'Hitler. De 10 mètres sous terre au cœur de la capitale allemande. En avril 1945, il y vit déjà depuis des mois, tandis que ses apparitions publiques se sont faites de plus en plus rares. Alors que les soviétiques approchent, il possède déjà l'élément dont il a le plus besoin pour réussir à s'échapper, l'invisibilité. Il ne trouve aucune trace d'Hitler. Ce n'est qu'après avoir capturé et interrogé ses gardes qu'ils apprennent où chercher. Le 5 mai, au 3e jour des recherches, un soldat repère un morceau de couverture calcinée dans un trou d'obus. Dessous, il découvre un corps brûlé au point d'en être méconnaissable. Une seule façon de savoir si c'est vraiment Hitler, les dents. Les officiers du SMERSH fouillent tout Berlin à la recherche du dentiste d'Hitler. Par une chance incroyable, presque miraculeuse, ils ont retrouvé l'assistante de son dentiste. L'assistante fait de mémoire ce croquis des dents d'Hitler. Elle concorde. Le corps serait bien celui du Führer. Vous verrez, pour cette partie-là, il y a des choses qui ne sont pas très claires, puisque dans la version grand public, alors il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a la version, bien sûr, historique, hein, donc grand public, donc c'est ce qu'on vous présente à chaque fois dans les documentaires. Après, vous avez la version pour les spécialistes, avec les polémiques, avec les documents déclassifiés, et puis vous avez l'histoire secrète, hein, c'est l'histoire dont on a parlé nous. Et donc, dans la version grand public, c'est pas clair, puisqu'on vous dit que les témoignages et preuves médico-légales sont restés enfouis pendant un demi-siècle, donc ce qui est énorme. Ensuite, qu'elles sont finalement réapparues le 5 mai, en interrogeant, vous l'avez entendu comme moi, les gardes du corps, donc avec le corps calciné, et hop, on vous parle des dents d'Hitler, et on vous parle du crâne, etc. On fait appel à l'assistante qu'on arrive à retrouver dans tous ces décomptes. Donc là, vous entendez de manière miraculeuse, pourquoi pas, mais bon. Et donc, on ne vous parle même pas du dentiste d'Hitler, c'est l'assistante. Et tenez-vous bien, donc vous avez entendu, hein, qui réalise un croquis de mémoire, quoi. Enfin voilà, après, c'est quand même un peu fort. Réaliser un croquis de mémoire, et puis on vous dit tout de suite, oui, c'est les dents d'Hitler, etc. Ça me paraît quand même surréaliste. Ensuite, on a les soviétiques qui ouvrent plus tard les archives, 60 ans plus tard. Donc là où on vous sort justement le crâne qui est identifié par les scientifiques allemands. Mais bon, vous savez, vous connaissez la thèse du ghostwriting. Donc là, je vous invite à regarder donc les vidéos précédentes, hein, puisque vous savez que les scientifiques aussi, hein, voilà, ils ne sont pas toujours blancs comme neige. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur le début du reportage où on vous dit que l'espace est quadrillé, que c'est impossible de fuir. Après, on vous dit que c'est possible, on vous dit qu'il a dégagé, que Hitler aurait probablement dégagé la piste, l'avenue principale qui ferait office de piste de décollage. Puis ensuite, les soldats qui voient un avion décoller
et à la fin on vous dit que tout est possible. Vous voyez, quand vous écoutez le reportage, c'est assez stupéfiant, c'est super bien fait, on se laisse prendre en fait au storytelling, mais on en oublie les incohérences. Donc là, moi je vous invite à regarder ce reportage, oui, mais avec un esprit critique. Nom Hitler, prénom Adolf, né en Autriche en 1889, il y a 100 ans. Mort à Berlin le 30 avril 1945. Voilà pour la version officielle, celle des dictionnaires et des manuels d'histoire. Pourtant, personne n'est vraiment certain que le Führer se soit donné la mort. Aucune trace de sang, aucun cadavre. De là à imaginer une mise en scène montée par les nazis pour permettre au dictateur de prendre la fuite, il n'y a qu'un pas que vient de franchir Jacques Robert, le seul journaliste qui se soit rendu dans le bunker où Hitler se serait suicidé. Ce soir, pour la première fois, il témoigne. Jacques Robert, vous êtes donc avec nous. Vous êtes l'auteur de L'évasion d'Adolf Hitler dans la collection Documents aux éditions du Rocher que voilà. Pierre Miquel, vous êtes historien. Vous avez donc ici la voix, vous représentez en tout cas la voix officielle. Donc la voix officielle, c'est Hitler. Le 30 avril 1945, s'est suicidé, c'est ça? Oui, oui. Enfin, je ne représente pas de voix officielle. Hein. Le propre de l'historien, c'est de chercher dans le domaine de l'histoire et donc de ne pas tenir pour officiel des vérités. Ça, c'est donc pour vous, ça peut être remis en question? Ah non, non. Moi, je ne suis pas de cet avis. Hein. Mais bon, je vous dis, un historien n'est jamais un historien officiel. C'est un historien tout court. Voilà. Bon, vous êtes historien tout court. Oui. Alors, la mort d'Hitler, vous l'avez rappelé, c'est le 30 avril. Il se passe que les combats de rue commencent dans Berlin la veille, le 29. Qu'à cette date, depuis déjà plusieurs jours, les Russes et les Américains ont fait leur jonction, et que donc la bataille est virtuellement gagnée, que Henry C, qui est le général sur lequel compte Hitler, qui dispose de 2 divisions et qui se bat quelque part avec ces 2 divisions, vient d'être battu, c'est-à-dire que le général Henry C, Hitler ne peut pas compter sur lui. Donc le 30, il donne aimablement la mort à sa maîtresse, il se suicide dans le bunker où il dirige les opérations de Berlin, et il se suicide lui-même, et ensuite des SS font disparaître le corps. La raison déjà, pourquoi est-ce qu'on fait disparaître le corps d'Hitler? Ah bah ça c'est une manie chez les SS, vous savez, ils font disparaître les corps en général. Et je crois que dans cette mise en scène de la mort d'Hitler, il y a quelque chose comme un rappel du wagnérisme, de l'hitlérisme, si vous voulez. Hitler disparaît dans la mort de Berlin, son corps ne devant pas laisser de traces, un peu comme le suicide qui précède la combustion des corps des héros dans Wagner. Donc Hitler s'arrange pour faire une mise en scène qui fasse de sa fin une sorte de point final sur une aventure qui est sordide et qui veut présenter comme romantique. Voilà. Alors voilà ce à quoi on est arrivé après de multiples enquêtes de tous les pays du monde quasiment. Les premiers peut-être qui ont émis un doute, je crois que ce sont sans doute les soviétiques. C'est ça? Ah, tout à fait, oui. Alors, Jacques Robert, donc vous étiez journaliste à Paris Matin et Samedi Soir fut un temps. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages dont certains ont été portés à l'écran, comme Le Monocle, avec le grand Paul Meurice, ou comme Marie-Octobre, etc. Alors, 44 ans après cette fin donc d'Hitler, vous sortez ce bouquin en disant « Tout ceci est faux ». Hitler ne s'est absolument pas suicidé. Il est sorti de son bunker, qui était un véritable paquebot, je crois. Hein. Enfin, c'était un paquebot qui était à l'envers. Voilà, un paquebot à l'envers. Vous dites qu'il est sorti enroulé dans un tapis. Ah non, non, on l'a roulé dans une couverture. Oui, enfin voilà. Non, parce qu'il y a eu la version de la... Vous savez, il y a eu 32 versions, 36 versions. Alors, votre version, d'abord, d'où vient votre profonde conviction et quelle est-elle? Alors, il faut commencer par dire ceci, c'est que je ne découvre pas aujourd'hui le sujet. Depuis 45 ans... Pourquoi avoir attendu alors? Mais je n'ai pas attendu. Non. J'ai publié plusieurs ouvrages, notamment mes mémoires, dans le chapitre que je consacre à mon reportage sur Berlin à l'automne 45, déjà, j'exprime la certitude, ma conviction en tout cas, qu'il y a eu une mise en scène diabolique de la part des SS. Mais pas dans le sens où vous le dites, M. Miguel. Alors comment? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que il faut d'abord trouver un point d'accord, vous et moi, sur la version officielle dite du suicide et celle de l'évasion qui est la mienne. Ce que vous avez dit tout à l'heure est à peu près vrai, je veux dire, quant à la version officielle, avec cette petite nuance que ce n'est pas Hitler qui a tué Eva Braun, ils se seraient, dans la version officielle, suicidés ensemble. Elle au cyanure, et lui en se tirant une balle de pistolet dans la bouche. Elle n'a pas eu l'idée toute seule, quand même. Ah non, mais je veux dire, je rectifie il ne l'a pas tué, ils se sont tués ensemble.
version officielle. En votre version. Alors, ma version, mais je tiens à dire ceci tout de suite, et je voudrais que Jean-Miguel confirme, parce que c'est essentiel, qui a annoncé ce suicide d'Hitler, cette mort d'Hitler à Berlin? Les premiers. Qui l'ont? Je voudrais vous l'entendre dire de votre bouche. Ah non, mais c'est capital, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Ce sont les nazis. Oui. Par conséquent, depuis 50 ans, C'est-à-dire c'est la radio nazie, c'est bien ça. c'est Radio Hambourg. Radio Hambourg, qui à 10 h du soir, le 1er mai, soit plus de 36 heures après l'événement du prétendu suicide, a annoncé au monde le suicide d'Hitler. Non, la mort héroïque, la mort héroïque du Führer. Donc ça veut dire que depuis 45 ans, on reste sur les bases qui ont été données par les Allemands. Oui, moi je vais très loin. Je pense que... Et vous allez donner votre version quand même. Oui, mais je tiens quand même à dire ceci, c'est que dans l'inconscient collectif du monde, il y a, sans le savoir, une intoxication par les nazis qui fait que nous répétons aujourd'hui, l'opinion mondiale répète ce que les nazis voulaient qu'on dise. C'est vrai qu'on l'apprend à l'école. Pour un mobile fondamental, vous n'allez pas contester que les nazis avaient un mobile tout simple, et Hitler le premier, c'était qu'il ne fallait pas qu'on le recherche. Attendez, je vous pose une question. Quand situez-vous la mort, exactement, la mort du docteur Goebbels et toute sa famille? Le lendemain soir. Ah oui, alors bon, moi je vous dis, Le 1er mai, donc. le docteur Goebbels est un spécialiste de la mise en scène. Alors, il a tué ses 5 enfants, sa femme et lui-même, s'il n'est pas tout à fait sûr qu'Hitler est mort. Écoutez, je ne connais pas bien cet argument. Ouais. C'est l'argument que ce grand historien qu'est Georges Blond, malheureusement âgé, qui n'est pas là pour... qui lui a cru à la thèse du suicide très longtemps, mais qui lui-même a reconnu auprès... Quelle est votre version? Alors, ma version, 2 points. Ou alors votre version? Comment? Votre version. Moi, je préférerais plutôt votre version. Eh bien, alors, allons-y pour Enfin, moi. à moins qu'il nous donne sa version. Je vais dire ma version, je vais vous la donner ma version. Ma version, c'est qu'il y a eu une mise en scène faite par un groupe de conjurés autour d'Hitler, qui comprenait, je donne les noms, le cerveau d'opération qui, à mon avis, est l'extraordinaire architecte du Troisième Reich, qui était Albert Speer, l'amiral Dönitz, le deuxième Führer. Donc vous dites dans votre bouquin d'ailleurs qu'Hitler et lui ont eu un véritable coup de foudre. Je parle d'une liaison passionnelle quasiment amoureuse. Ça, c'est vrai. Bon, voyez-vous, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais soyons... Ma version. Alors, ma version... Et attendez, qu'est-ce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire Hitler Non, toute l'histoire des relations... Parce qu'on a beaucoup parlé des parents, on n'a pas beaucoup parlé des liaisons passionnelles entre Hitler et son architecte. Eh bien, on a eu tort, parce qu'il y a eu entre ces deux hommes quelque chose qui a été... qui avait un caractère passionnel au point qu'à la fin, comme toutes les passions funestes, après s'être beaucoup aimés, ils se sont beaucoup haïs, et l'un et l'autre ont cherché à tuer l'autre. Nous baignons là dans un climat shakespearien certain de l'apocalypse finale. Je reviens à ma version. Donc, Speer, Dönitz, Bormann et Goebbels, pour parler des principaux, mais ils n'étaient pas très nombreux, ont simulé un suicide par un coup de feu qui a été tiré alors que Hitler venait de faire pour la 2e fois des adieux incompréhensibles, mais j'explique dans mon livre pourquoi et comment il y a eu 2 cérémonies d'adieu. Ça fait partie de la mystification finale. Et alors, après s'être tiré une balle à blanc dans le plafond où vous voudrez, il s'est enveloppé, laissez-moi finir ma version s'il vous plaît, il s'est enveloppé dans une couverture. Et savez-vous pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû simuler un suicide au cyanure. Parce qu'il avait la maladie, je crois, de Parkinson. Non, pas Parkinson. Non, c'est que depuis l'attentat, il avait quelque chose qui ressemblait à la maladie de Parkinson, mais ce n'était pas contrairement à... Il allait trembler très violemment. Tous les témoins... Il ne pouvait pas faire le mort. Il ne pouvait pas faire le mort, exactement. Et à ce moment-là, il a l'idée, lui, ou en tout cas ses complices, du coup de revolver dans la bouche, qui va permettre de justifier un enveloppement dans une couverture, qui va donc permettre la sortie... Pour dire qu'on ne peut pas le montrer défiguré. Et tous les 33 témoins du bunker, car il y a 33 personnes dans le bunker à un moment où ça se passe, des témoins qui n'ont pas vu Hitler mort, qui ont vu passer un corps sous une couverture, et qui ont dit, on leur a dit, les Russes après leur ont demandé à tous ces hommes, à tous ces assistants, avez-vous vu? Et avez-vous Hitler? Ils ont dit, on l'a reconnu à son pantalon. Ah oui, c'est un peu léger. Hein? C'est un petit peu léger. Oui, mais c'est Donc, que voulez-vous? Ça, c'est... La version officielle a si peu de preuves pour pouvoir laisser passer ce qui semble au départ des sornettes.
Ah, Non, je ne pas. Ça, c'est la version officielle, monsieur, que je suis en train de dire. Non, mais la version officielle, c'est qu'il s'est suicidé. Alors, est-ce que la version officielle, est-ce qu'il y a si peu de preuves à l'appui de cette version officielle pour qu'on puisse laisser libre cours à des interprétations différentes? Il y a des témoins à l'acte même du suicide. Il y a des témoins à la sortie et il y a des témoins à l'incinération. Ah, qui? Ah, ben, je vais nous citer des noms. Enfin, bon, peut-être pas des témoins directs, mais... Vous comprenez, c'est sérieux, il faut être sérieux, n'est-ce pas? Alors moi, je vais vous donner quelque chose. Alors, je vais vous dire, mes deux dernières minutes, je pense à la preuve incontournable du non-suicide. D'après le seul témoin, ce fameux témoin, il faut écouter, puisque c'est sur lui que c'est établi la source officielle du suicide. C'est Lindsay, le